e anglófono, mas também em Portugal, no Brasil e noutros países da América Latina. Em Portugal, recordamos com muito agrado a sua colaboração com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, antecessora do atual Instituto de Educação, nos cursos de mestrado de Administração Educacional e Educação de Adultos. Não vou fazer a apresentação desenvolvida do currículo da professora Inês, pois seria excessivo, e todos nós estamos dispostos e desejosos de ouvi-la. Só quero dizer que a professora Inês Van Zanten, que é venezuelana de nascimento, é diretora de investigação do CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, e membro do Observatoire Sociologique du Changement dos Estudos Políticos de Paris, Sciences Po. É especialista em Sociologia da Educação e dirige a coleção da PUF, Presse Universitaire de France, Educação e Société. As suas principais áreas de pesquisa, sobre as quais tem publicado inúmeros trabalhos, estão relacionadas com a construção das desigualdades e segregações sociais na escola, políticas educativas e dinâmicas locais, comparação de sistemas educativos, acesso ao ensino e outros temas da sociologia da educação. Entre a sua vasta produção bibliográfica, queria destacar como mais populares o Dicionário de Educação, que coordenou e foi editado em França em 2008 e depois foi traduzido para o Brasil para português no Brasil em 2011, por editora Vozes, e ainda Politique de Educação, da coleção QSES, que já vai na terceira edição, bem como a edição com a Marie Duro-Bellard, a Sociologia de l'École, que vai na quinta edição. Entre as suas obras mais centradas na pesquisa, são de referir Choisir son école, Stratégie familiale et médiation locale, da PUF, 2009, L'École de la Périphérie, PUF 2012, e em colaboração com Georges Fellouz e Christiane Marois, Les marchés scolaires, Sociologie d'une politique d'éducation publique. Mais recentemente editou Elite in Education, na Routledge, e em 2021, em colaboração com Clément Pain, publicou The Impact of French Upper Secondary Schools of Reforms Aiming to Improve Students' Transition to Higher Education. Para quem quiser conhecer as cerca de 145 obras entre livros e artigos publicados pela Inês, pode consultar a nossa conhecida plataforma no ResearchGate, onde tem a descrição da produção bibliográfica da professora Inês Van Zanten. Uma breve nota sobre o tema da conferência. A conferência da professora Inês Van Zanten dá conta de algumas das suas análises recentes sobre o acesso ao ensino superior e educação, mas as suas conclusões são transferíveis para outros países, nomeadamente para Portugal. Depois de assistirmos a uma extensão ao acesso ao ensino primário e secundário, verifica-se que persistem fenómenos de exclusão de populações desfavorecidas económica e socialmente. Na sua conferência, a professora Inês analisa agora o que se passa em França em relação ao acesso ao ensino superior, nomeadamente no esforço que está a ser feito para promover a admissão e sucesso dos jovens provenientes dessas famílias desfavorecidas económica e socialmente ao ensino superior. Neste contexto, analisa o efeito dessas medidas sobre a concepção das desigualdades da educação e das políticas neste domínio. Para ajudar a transferir as suas reflexões para o caso português, basta lembrar que, segundo dados da Pordata, a percentagem de alunos matriculados no ensino secundário em Portugal, que agora é obrigatório, face à população em idade normal para a frequência desse ensino de ciclo de estudo, era em 1961 de 2,1%, mas em 2020 era já perto de 100%. E a taxa bruta de escolarização do ensino superior, que era em 78 de 11,8%, é em 2020 de 51,5%. Apesar deste progresso, estamos de facto ainda muito longe de conseguir o pleno e as classes mais desfavorecidas são aquelas que são mais penalizadas. Maintenant, à toi la parole, Agnès. Merci.
Merci beaucoup. Merci à Carmen Cavaco d'abord de son invitation à donner cette conférence au colloque de la FIRS. Ça me fait d'autant plus plaisir que, comme João Barroso le rappelait, je garde quelques liens avec le Portugal, même si c'est pas depuis un certain temps, et malheureusement la crise n'a pas aidé, je ne suis pas retournée, la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un travail que je mène depuis longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans, sur à la fois de façon générale l'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi plus particulièrement sur ce qu'on appelle en France les dispositifs d'ouverture sociale de l'enseignement supérieur. Et ça va être, au départ, ça va vous paraître peut-être très lié à la réalité française, mais en fait, j'essaierai de vous montrer la façon dont je l'aborde est plutôt comme sous l'angle d'une analyse des politiques publiques. Et mon idée, c'est plutôt de mettre l'accent sur des aspects dont après, en conclusion, je vais revenir pour montrer que bon, ce sont des tendances plus générales dans d'autres pays. Mais d'abord, je pense qu'il est important de comprendre un tout petit peu le contexte français. Donc, je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails, mais je vous donne quelques éléments du contexte d'émergence de ces politiques ou de ces dispositifs. Alors, d'abord, je voudrais vous parler du contexte institutionnel. Sans entrer dans les détails, en France, ce qui caractérise la France, c'est d'avoir un système d'enseignement supérieur qui est très fragmenté, très hiérarchisé, notamment si on s'intéresse, je laisse de côté les formations courtes de 2 ans après la fin des études secondaires, si on s'intéresse aux formations longues qui donnent lieu à la licence et au master, éventuellement au doctorat, on a deux grands types d'institutions. D'un côté, les universités qui formellement, par décret, ne sont pas sélectives, puisque en France, le fait d'être détenteur du baccalauréat implique que vous devez être automatiquement admis dans l'enseignement supérieur. Ça, c'est en principe. La réalité est toujours un peu différente. Et de l'autre côté, vous avez des institutions très particulières qui s'appellent les grandes écoles, qui ont été créées il y a très longtemps. Les premières grandes écoles ont été créées par les rois, même si souvent on les réfère à la Révolution française. Elles ont été créées pour former les hauts cadres des différentes administrations étatiques. C'était une façon pour l'État de contrôler son action que de former, créer des écoles pour former des cadres, et d'autant plus que l'État s'est méfié en France beaucoup des universités qui ont été pendant très longtemps contrôlées par l'Église, qui était la grande ennemie de l'État. Donc, le système français est très hiérarchisé, très fragmenté, et il se caractérise aussi, comparativement à d'autres pays européens et surtout comparativement aux États-Unis, par le fait que la massification de l'enseignement supérieur a été assez tardive. Ça date plutôt les premières vagues de massification des années 60, puis des années 90, puis dans les années 2000. Et ce qui est important de comprendre par rapport à ce que je vais dire, c'est que l'essentiel de la massification des nouveaux publics qui sont allés vers l'enseignement supérieur sont allés vers les universités, qui n'étaient pas sélectives. Et pendant ce temps, les grandes écoles sont devenues encore plus sélectives, puisqu'elles étaient tout à fait attirantes. Et je voudrais vous parler aussi du contexte idéologique, politique et social. En France, les grandes écoles sont des institutions très prestigieuses, non seulement à cause du fait qu'ils accueillent un public très favorisé, mais aussi parce qu'il y a une forte croyance, comme pour aller dans les grandes écoles, il faut passer un concours. Et ce concours, en France, est le double symbole de l'excellence et du mérite. Et donc, les grandes écoles, une grande partie de leur légitimité et de leur prestige est liée à l'existence du concours. Bourdieu l'a très bien montré dans son livre sur la noblesse d'État.
Et il est aussi très difficile de changer ces établissements parce que comme ils forment beaucoup de cadres qui sont dans les administrations et maintenant dans le secteur privé comme dans le secteur public, en fait, ils ont beaucoup de réseaux dans l'appareil étatique. Donc, dès qu'il y a une réforme, ils arrivent à arrêter les réformes très, très rapidement. Mais en même temps, à la fin des années 90, où commencent les dispositifs dont je vais vous parler, qui commencent au début des années 2000, il y a un contexte un peu particulier. D'une part, il y a quand même une préoccupation autour de la massification de l'université, parce que les universités, elles croulent sous les élèves. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en échec, en difficulté. On a l'impression, et c'est une expression qui est devenue très populaire depuis, que l'ascenseur social est en panne, comme on dit, et que c'est l'école qui est responsable de ça. Il y a aussi, à la fin des années 90, la vision que la politique de gauche la plus emblématique des luttes contre les inégalités, les zones d'éducation prioritaire, que vous connaissez bien, parce que je sais qu'au Portugal, il y a quelque chose d'équivalent aux zones d'éducation prioritaire, l'idée aussi que ça n'avait pas très bien marché, que c'était aussi un échec. Et c'est aussi une période où il y a vraiment beaucoup de préoccupations sociales parce qu'il y a eu beaucoup d'émeutes de la part des jeunes des banlieues, beaucoup de révoltes dans les banlieues et l'État est aussi préoccupé d'un problème de cohésion sociale de façon plus générale. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'émergent les politiques dont je vais vous parler. Alors, je ne vais pas entrer trop dans le détail pour ne pas être long. La première politique que j'ai beaucoup étudiée, je suis en train de préparer un livre sur cette politique, c'est celui de l'institution où je travaille, Sciences Po, qui a lancé en 2001 un dispositif qui s'appelle Convention éducation prioritaire. Vous voyez le lien avec les zones d'éducation prioritaire. Le principe de cette politique, c'est de créer des partenariats avec des lycées désavantagés. Donc, quand ça a commencé, il n'y avait que 7 lycées et en 2020, il y en avait 106. Donc, beaucoup de lycées partout en France. Dans ces lycées, il y a des ateliers qui sont mis en place pour préparer les candidats à un nouveau mode d'admission à Sciences Po. Donc, on a créé un mode d'admission spécial à côté du concours de l'examen d'entrée de Sciences Po et c'était en 2 étapes. D'abord, il y avait un jury d'admissibilité dans les lycées dans lesquels les jeunes présentaient un dossier de presse portant sur un sujet d'actualité et après, il y a un entretien auprès d'un jury de Sciences Po. Mais je ne rentre pas dans le détail. Si vous avez des questions, je peux répondre, bien sûr, sur comment ça fonctionne concrètement. Ce qui m'importe aussi, c'est de vous montrer qu'à la suite de cela, les grandes écoles en France se sont senties un peu questionnées. Sciences Po est un acteur institutionnel important et il y a eu beaucoup de bruit médiatique autour de cette politique. Sciences Po s'est beaucoup occupé aussi qu'il y a beaucoup de médiatisation du dispositif et donc les autres grandes écoles ont senti qu'il fallait qu'elles fassent quelque chose. Et donc, il y a un processus qui est bien connu en sociologie des organisations que DiMaggio et Powell ont appelé le mimétisme institutionnel qui s'est mis en place. Donc, dans un premier temps, il y a eu un mimétisme, un isomorphisme mimétique avec d'autres grandes écoles qui se sont mis à créer d'autres dispositifs. Mais à la différence de Sciences Po, les autres grandes écoles ont juste créé des dispositifs qu'on appelle en anglais des outreach. C'est-à-dire, il y a juste un tutorat des élèves, mais ils n'ont pas changé les procédures d'admission. Après cela, il y a un autre processus qui est aussi décrit par DiMaggio et Powell, qu'il s'appelle l'isomorphisme normatif, parce qu'un des acteurs qui était impliqué dans cela, qui est une grande école qui s'appelle l'ESSEC, qui est une école de management assez connue, il a créé un groupe au sein de la conférence des grandes écoles pour diffuser le modèle ESSEC. Ils ont créé une politique qui s'appelle « Une grande école, pourquoi pas moi ?»
Et ce dispositif, ils ont essayé de le présenter pour qu'il soit mis en œuvre dans d'autres écoles. Et donc, beaucoup d'autres écoles se sont mises à créer des petits dispositifs d'ouverture sociale. Et à partir de 2008, l'État a repris ensemble tout ce dispositif dans une politique qui s'appelle les cordées de la réussite. Et c'est une politique qui s'adressait d'abord aux grandes écoles, mais qui maintenant concerne l'établissement d'enseignement supérieur. C'est toujours l'idée qu'il y a des partenariats entre des établissements d'enseignement supérieur et des lycées désavantagés pour aider à faire venir des élèves des lycées désavantagés vers l'enseignement supérieur et, si possible, vers l'enseignement supérieur prestigieux. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cela, c'est bien sûr les dispositifs que j'étudie en détail, mais aussi comment ces dispositifs sont en train de changer notre vision de l'égalité et des inégalités. Et parce que ça a un effet beaucoup plus large. Même si ces politiques concernent un petit nombre d'élèves, en fait, il y a une vision des inégalités et de l'égalité qui est diffusée. Et donc, ce qui est intéressant, c'est par exemple la façon dont sont vues les inégalités. Donc, les inégalités sont vues largement avec une dimension territoriale. Et l'accent est mis comme quoi c'est le manque d'informations, le manque de ressources, parfois l'isolement, quand on parle des établissements ruraux, qui sont la cause des inégalités. Et on ne mentionne que très peu les rôles des établissements scolaires, des enseignants, et on ne parle même pas beaucoup des familles. C'est en fait les territoires qui sont un tout petit peu la cause profonde des inégalités. Et à côté de ça, il y a aussi une vision très individualiste avec certains concepts de sens commun, pas des concepts scientifiques, même si parfois des chercheurs les utilisent, qui se sont diffusés. Et il y a deux termes qui sont devenus très populaires. Un terme, c'est l'autocensure des élèves. Donc, le gros problème serait véritablement l'autocensure, et l'autocensure est conçue comme à la fois un manque d'information et un manque de confiance en soi. Donc, c'est une sorte de problème à la fois informationnel et un problème psychologique de manque d'ambition. Et à côté de ça, il y a un autre terme qui a été très popularisé, qui est celui des codes sociaux, qui s'inspire un peu au départ du travail de Pierre Bourdieu sur ce qu'il appelle le capital culturel incorporé, pour ceux d'entre vous qui sont familiers de son travail, mais qui était très repris notamment par le monde de l'entreprise pour dire que le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas les codes sociaux pour aller dans l'entreprise. Donc, une inflexion de la façon de penser les inégalités, mais aussi de concevoir l'égalité. Par certains côtés, on maintient le modèle traditionnel, donc c'est un modèle vraiment de l'égalité des chances. C'est pas du tout, on recherche pas du tout l'égalité des résultats. Et donc l'idée, c'est que les grandes écoles ne doivent pas changer, on maintient le modèle de l'excellence qui représente les grandes écoles et on maintient l'idéologie traditionnelle du mérite. Donc quelques individus méritants doivent accéder à l'excellence s'ils font preuve des mérites, etc. Mais il y a quand même un changement important qui montre une pénétration très forte du modèle du marché. Parce que, en fait, par rapport au modèle du mérite traditionnel, qui est un modèle, on va dire, un peu plus bureaucratique, fondé sur des examens qui mesurent le mérite, et donc toute une bureaucratie scolaire qui mesure le mérite, il y a l'idée aujourd'hui, d'une part, que le mérite, c'est l'accroissement des opportunités. Il faut donner plus d'opportunités et il faut apprendre aux individus à se saisir des opportunités. Donc, tous les individus doivent devenir plus stratèges pour pouvoir se saisir des opportunités qui sont là. Et d'autre part, ce n'est pas nécessairement par des examens qu'on va mesurer le mérite, mais on va utiliser par exemple beaucoup des entretiens,
parce qu'on a une vision plus large du mérite qui n'est pas seulement d'être un bon élève, mais d'avoir les codes sociaux, d'être stratège, des soft skills sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. L'accent est mis aussi sur des mobilités sociales spectaculaires qui servent d'exemple et qui vont être aussi beaucoup médiatisées, et notamment avec l'idée que ce sont des élèves des couleurs noires qui vont réussir, et donc on va voir plein de photos, d'images avec ces élèves, etc. Et donc une réussite spectaculaire depuis un territoire très très pauvre jusqu'à une grande école très très prestigieuse, etc. Et puis l'accent est également mis parce que, bien sûr, la critique que l'on peut faire tout de suite, c'est mais ça ne concerne que quelques individus. Donc, c'est une politique qui n'est pas une politique globale. Ça ne peut pas lutter contre les inégalités. Mais le discours de légitimation, c'est un discours de dire, d'abord, même le président de la République en France a utilisé ce terme qu'il appelle le premier de cordée. Je ne sais pas si vous comprenez l'image de la cordée. La cordée, c'est quand on fait de l'alpinisme. Le premier des cordées, c'est celui qui est tout en haut quand on fait de l'alpinisme et qui tire tous les autres vers le haut. Donc, il y a quelqu'un qui est en haut, les grandes écoles, et qui va tirer tout le reste du système vers le haut. Ou alors, le système qu'on appelle en anglais le trickle-down effect, ou en français du ruissellement, c'est une métaphore que les économistes utilisent beaucoup parfois, de dire que, par exemple, quand une politique bénéficie seulement un petit groupe, après, il va y avoir un effet de ruissellement parce que tout le monde va bénéficier un tout petit peu. Ça va tomber vers d'autres catégories d'acteurs un tout petit peu vers le bas, et donc tout le monde en profite un tout petit peu. Et l'idée ici, c'est que, par exemple, dans un lycée, dans un établissement scolaire, vous allez avoir un élève qui va aller jusqu'à Sciences Po, par exemple, mais il va y avoir une contamination positive dans l'établissement qui va faire que plein d'autres élèves vont devenir beaucoup plus ambitieux, vouloir prendre le même parcours, ou dans la famille de l'élève, ou dans le quartier, ça va créer un effet halo positif. Donc, je trouve que c'est très important parce que ça a beaucoup changé et je le constate dans mes enquêtes de terrain que les enseignants se mettent à penser de cette façon-là, etc. Donc, ça a un effet assez profond dans le système. Un autre effet dont je voudrais vous parler, c'est que ces politiques ont participé à la constitution d'un nouveau réseau d'acteurs. Je vais aller vite parce que j'essaie de laisser un peu de temps pour la discussion, bien sûr. Alors, un premier élément, c'est que les grandes écoles, qui autrefois étaient seulement des acteurs institutionnels, c'était des institutions d'enseignement et donc des acteurs institutionnels, sont devenus des acteurs politiques. De plus en plus, elles infléchissent les politiques éducatives. J'ai pris quelques exemples là, je les dis rapidement. Par exemple, l'ancien directeur des Sciences Po, il y a quelques années, on lui a demandé de faire un rapport pour un dispositif des lycées expérimentaux qui a été testé à un moment. Après, ce même directeur des Sciences Po a été invité par le ministre de l'Éducation à rédiger un rapport sur la réforme du baccalauréat. Le responsable du programme de l'ESSEC, Pourquoi pas moi, dont j'ai parlé tout à l'heure, lui-même, il a été beaucoup à l'origine de cette politique nationale d'accorder la réussite. Un autre acteur institutionnel, qui est le directeur de l'Institut d'études politiques de Lille, est actuellement le responsable de la réforme du baccalauréat, et il a aussi fait un rapport sur l'évolution des zones d'éducation prioritaire. Donc, toutes ces personnes qui autrefois étaient seulement des acteurs institutionnels dans l'enseignement supérieur sont devenus de plus en plus des acteurs politiques et infléchissent les politiques éducatives. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que ces acteurs ont créé de nouvelles alliances. D'abord, je vous disais, avec les partenariats avec les lycées, il y a de nouveaux partenariats entre les grandes écoles et les lycées. Les directeurs des lycées, les proviseurs des lycées sont très contents d'avoir des partenariats avec les grandes écoles parce que ça contribue au prestige de leur lycée et donc ça
Pour eux, c'est très valorisant, ça leur donne aussi d'autres ressources. C'est pareil pour les enseignants. Ça leur permet de faire d'autres choses, des possibilités d'étendre leur activité, leur carrière. Les grandes écoles ont aussi beaucoup de réseaux, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, dans l'appareil étatique, puisqu'ils forment les cadres de l'État. Donc, c'est facile pour eux de créer des alliances avec des acteurs étatiques. Et ces mêmes acteurs étatiques, comme l'actuel ministre de l'Éducation, viennent parfois de l'univers des grandes écoles. Par exemple, notre ministre de l'Éducation actuel, il a été directeur de l'ESSEC avant d'être ministre de l'Éducation. Donc, il y a des liens. Et les liens avec les grandes écoles permettent quelque chose qui est très important, qui est le développement de ces partenariats publics-privés, des PPPs, comme on dit en anglais, qui en France, on n'ose pas afficher publiquement, parce qu'en France, c'est un peu un interdit que l'État dise qu'on fait des partenariats publics-privés en éducation, parce que l'éducation, c'est le secteur de l'État, c'est le service public. Mais en fait, il y a beaucoup aujourd'hui de partenariats publics-privés et les grandes écoles ont joué un rôle moteur parce qu'elles ont fait venir les acteurs économiques qui eux aussi sont très intéressés de participer à ces politiques parce que les entreprises, par exemple, elles sont aussi très mobilisées par le fait de se diversifier, à la fois parce qu'il y a un effet de légitimité. On dit toujours, dans les entreprises, il n'y a que des hommes blancs, donc il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des gens de couleur, il faut qu'il y ait des gens des milieux défavorisés. Donc ils sont aussi très sensibles à ces problématiques. Et il y a aussi beaucoup d'alliances avec des acteurs associatifs. Il y a beaucoup d'associations nouvelles qui se sont créées et qui interviennent dans la transition vers le supérieur. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est que ces programmes sont aussi en train de changer, de créer un nouveau curriculum de la transition du secondaire au supérieur, notamment pour les élèves désavantagés. Donc, ce qu'on constate, c'est par exemple autour de ce thème de l'autocensure, il y a donc beaucoup de travail qui est fait pour réduire l'autocensure des élèves. Et pour faire cela, on utilise beaucoup des jeunes qui sont déjà des étudiants dans les grandes écoles, qui participent beaucoup à ces dispositifs d'ouverture sociale. Et c'est d'autant mieux que ça ne coûte pas très cher, puisque ces jeunes, ils ne sont pas payés le plus souvent. Donc, c'est une ressource humaine très bon marché, puisqu'elle n'a pas de coût. Parfois, on leur donne des crédits dans l'enseignement supérieur. Parfois, on intègre ça dans leur formation, de dire que ça fait partie de la formation au management, que d'intervenir dans ce type d'action. Et donc, ces jeunes, souvent, ils ne sont pas très formés, mais ils se mobilisent eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui deviennent l'outil de formation parce qu'ils jouent un rôle d'émulation, parce qu'ils connaissent le système de l'intérieur, parce qu'ils partagent leurs expériences, parce qu'ils sont un modèle du capital culturel technique, du capital culturel incorporé. Ils sont aussi des réseaux sociaux qu'ils peuvent partager avec les jeunes. Et donc, cette figure du tuteur est devenue en France une figure très importante de dire que pour réussir le passage à l'enseignement supérieur, il faut être accompagné par un tuteur. Ça a aussi contribué à autre chose, c'est au développement des plateformes numériques. Bon, on est dans un univers où se développe beaucoup le digital. Et donc, ces dispositifs d'ouverture sociale, par exemple l'ESSEC, a créé une plateforme pour aider à la transition des jeunes dans l'enseignement supérieur, où vous savez, par exemple, des tests vers quel type d'enseignement supérieur vous devrez aller, etc. L'idée, c'est que vous allez être canalisé en fonction de votre personnalité, de vos goûts, pas seulement en fonction de vos notes. Et donc, il y a beaucoup d'autres acteurs qui interviennent dans la création de ces plateformes. Et il y a aussi le rôle d'émulation qui jouent les jeunes qui ont bénéficié du dispositif et qui reviennent. Et toujours pour faire la publicité du dispositif, à quel point c'est extraordinaire, eux-mêmes ils ont fait des choses extraordinaires, donc ils font aussi le marketing de la politique.
Une autre façon dont ces politiques ont changé le curriculum, c'est autour de toute cette idée des soft skills et des codes sociaux qui sont présentés comme nécessaires pour évoluer dans le monde de l'entreprise. Et donc, bien sûr, c'est totalement promu par tous les acteurs de l'entreprise qui interviennent. Et donc, dans beaucoup de programmes, il y a aussi des gens qui viennent de l'entreprise, des professionnels de l'entreprise qui sont appelés des mentors. Et il y a quelques mois, le président de la République en France a lancé un ambitieux programme de mentorat où il y a 2 millions d'euros qui sont donnés pour le mentorat. Et donc, il y a plein d'associations et plein d'acteurs dans les entreprises qui s'impliquent maintenant dans le mentorat avec l'idée que les gens des entreprises vont aider les jeunes à développer, par exemple, l'esprit d'entreprendre, l'innovation, mais aussi leur donner des outils de responsabilité sociale, de citoyenneté, et aussi à titre personnel, leur apprendre à se présenter, comment on se présente dans une interview, comment apprendre à parler en public avec un PowerPoint, etc. Et on propose beaucoup d'activités variées, on visite les entreprises, on fait des ateliers collectifs avec des témoignages des gens qui ont réussi dans le monde des entreprises. Les gens de l'entreprise viennent aider les élèves à faire leurs projets d'orientation, etc. Et autour de ce thème des codes sociaux, il y a l'idée que l'entreprise aussi apprend aux jeunes à comment il faut se comporter dans le monde de l'entreprise, mais plus largement dans le monde des classes supérieures, des cadres, etc. Et donc, c'est aussi une forme de violence symbolique qui est mise en œuvre à travers toutes ces actions qui sont menées. Et il y a aussi des choses qui sont faites au niveau des hard skills, donc dont normalement c'est l'école qui devrait s'en occuper. D'abord parce qu'il y a une thématique très forte au fait que les jeunes des milieux désavantagés, ils manquent de culture générale. Et donc l'idée, c'est qu'on va leur donner très vite la culture générale qu'ont les jeunes de catégories favorisées et qu'ils acquièrent, comme à nouveau Bourdieu a très bien montré, très tôt, parce que leurs parents les emmènent au musée, les emmènent à des activités extracurriculaires. Et là, il y a des partenariats avec des musées, pour aller à des concerts, pour aller avec des pièces de théâtre. Donc, il y a aussi beaucoup d'équipements culturels, le Louvre, la Philharmonie de Paris, qui veulent avoir des partenariats aussi parce que ça leur permet aussi à eux d'attirer des nouveaux publics et aussi de montrer qu'ils ont une action en termes de responsabilité sociale. Donc, il y a beaucoup d'actions de ce type. Mais il y a aussi des actions sur des hard skills qu'on pense que l'école n'enseigne pas très bien. Et donc, une partie de ces programmes d'ouverture sociale font des cours d'anglais et font aussi beaucoup de l'enseignement des maniements des outils numériques, parce qu'on pense que l'école française n'est pas très bonne là-dessus. Parfois, certaines écoles vont un peu plus loin et, par exemple, l'école normale supérieure, elle a un programme pour sensibiliser les élèves au savoir scientifique. Dans un des programmes de Sciences Po, il y a une sensibilisation aux sciences sociales. Certains programmes, ils font aussi d'apprendre ce qu'ils appellent la méthodologie de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire comment apprendre à prendre des notes, à faire des exposés dans l'enseignement supérieur, etc. Donc, de plus en plus, ces acteurs, ils pénètrent dans le domaine de l'école de façon très forte. C'est pour cela que, pour conclure, je voudrais maintenant, donc ça peut vous sembler très ancré dans la réalité française, et c'est vrai, ce sont des programmes typiques de la réalité française, mais moi je voudrais vous inviter à porter sur eux un regard un peu plus général et transversal pour essayer de voir comment ces programmes introduisent tout un ensemble de tendances que l'on constate dans d'autres pays, même si ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont à l'origine. Par exemple, je pense que cette transition d'un modèle d'égalité des chances davantage compatible avec une logique de marché
est quelque chose que l'on voit de façon plus transversale. Bon, je connais bien les travaux en Angleterre, par exemple les travaux de mon collègue Phil Brown, qui est un collègue sociologue à la fois de l'éducation et du travail. Et lui, il travaille beaucoup sur ces logiques des marchés et comment ils infléchissent un tout petit peu la notion du mérite dans l'accès au monde du travail, où de plus en plus le mérite n'est pas seulement être un bon élève qui a des bonnes notes, donc quelqu'un qui dans l'enseignement supérieur a eu de très bonnes notes, mais c'est aussi être très stratège et avoir beaucoup de soft skills, etc. Mais je pense que c'est en train de pénétrer non seulement le monde du travail, mais aussi le monde de l'enseignement supérieur par le biais de ce que je viens de décrire. Et aussi, l'importance que prend ce modèle du ruissellement, de dire qu'on peut faire des petites politiques expérimentales, par exemple, parce qu'il y a dans beaucoup de pays, on fait beaucoup des expérimentations en éducation, et de dire qu'après, il va y avoir un ruissellement qui va être quasiment automatique et vertueux. Immédiatement, il va y avoir un effet de contamination positive. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir des politiques qui ne coûtent pas très cher parce qu'elles concernent un petit nombre d'individus, mais vous dites, voilà, ça va avoir un effet beaucoup plus général. Par ailleurs, et ce que j'ai dit tout à l'heure sur le renouvellement des réseaux d'action publique est un phénomène que l'on constate dans beaucoup de pays. Le fait qu'il y a beaucoup plus d'acteurs privés et d'acteurs nouveaux qui interviennent dans le domaine de l'éducation. Alors, ça vient par différentes voies. Ce n'est pas nécessairement comme en France, mais c'était pour mettre aussi l'accent sur le développement de ces partenariats public-privé. Je voulais aussi mettre l'accent sur l'émergence des nouveaux curriculums, notamment dans cet espace de transition au supérieur. Parce que je pense qu'au 19e siècle, on a beaucoup insisté sur l'enseignement primaire, au 20e siècle, beaucoup sur l'enseignement secondaire et toutes les réformes. Et dans le 21e siècle, mais on réfléchit beaucoup sur la transition vers l'enseignement supérieur, en tout cas dans les pays développés, dans lesquels il y a une masse importante des jeunes qui vont vers l'enseignement supérieur. Et donc, il y a toute une réflexion nouvelle. Quel programme d'enseignement il faut créer pour opérer, comme autrefois on a pensé la transition du primaire au secondaire, maintenant il faut penser la transition du secondaire au supérieur et je pense qu'il est intéressant de voir tous ces acteurs qui réfléchissent là-dessus. Et le dernier point sur lesquels j'ai essayé d'insister, c'est qu'il me semble qu'à travers ces figures des tuteurs qui sont souvent des jeunes étudiants, qui aident les jeunes qui sont dans les lycées, parfois même dans les collèges et parfois même dans l'enseignement primaire, qui vont faire du tutorat. Et avec les mentors, qui sont en général des gens qui viennent du monde du travail, généralement plutôt du secteur privé, mais pas seulement, on est en train aussi de déconstruire la figure de l'enseignant et de dire que finalement, à côté de l'enseignant, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres acteurs qui interviennent pour avoir une action éducative efficace. Et là, ça me semble au moins 4 thèmes transversaux sur lesquels je voulais attirer votre attention. Mais je m'arrête maintenant pour laisser un peu de place à la discussion et vous remercie beaucoup pour votre attention. Não sei se há perguntas, Carmen. Por enquanto não há. Eu estou aqui a ver, já avisei que podem colocar através do Q&A, aqui embaixo, onde tem 2 janelinhas, ou então no bate-papo. Por enquanto não há ainda, professor, não há questões. Agnès, il n'y a pas pour le moment de questions. Oui, je vois qu'il n'y en a pas. Je veux te poser une question pour démarrer. Oui. On assiste peut-être à un double curriculum au secondaire pour certains élèves. Je comprends que c'est les entreprises et les écoles supérieures
n'ont pas de confiance avec la possibilité de l'enseignement secondaire se transformer. Oui. Et alors, ils vont au dehors apporter des nouveaux curriculums pour certains élèves, peu d'élèves, pour essayer de montrer ce que l'enseignement secondaire devrait faire. Je ne sais pas si on assiste à un double curriculum pour certains élèves. Tout à fait. Tout à fait, c'est tout à fait raison. On peut aussi le lire de cette façon-là. Et je n'ai pas parlé tout à l'heure du fait quels sont les résultats de ces politiques, quels sont les effets. Oui. Et une des choses que l'on observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études, malheureusement. Moi, je ne connais qu'une étude qui a été faite par des économistes, mais qui est une étude tout à fait intéressante, qui a été faite sur le programme de l'école normale supérieure, qui montre que, comme c'est un double curriculum, justement, la plupart des élèves très désavantagés, ils n'arrivent pas à réussir parce que pour eux, c'est déjà difficile de suivre le double curriculum et que c'est comme on peut s'attendre, bien sûr, quand on connaît un tout petit peu les politiques, ce sont plutôt les élèves des classes moyennes qui participent à ces dispositifs et non pas les élèves des classes populaires qui tirent profit parce que comme ils ont déjà d'assez bons résultats dans le curriculum normal, ils peuvent profiter d'un curriculum complémentaire qui leur apporte d'autres choses. Alors que les élèves qui sont en difficulté dans l'enseignement secondaire, qui sont en principe la cible de ces programmes, eux, ils n'ont pas la capacité d'absorber encore plus d'autres connaissances de l'anglais, du numérique, des soft skills, aller au concert le soir. Ça finit par faire beaucoup par rapport au fait qu'ils n'arrivent même pas à faire leurs devoirs à la maison. C'est une autre vie pour... oui. Oui. Je pense qu'il y a une question. Oui, il y a plusieurs questions, je vois. Oui, je pense que j'arrive à lire un tout petit peu donc, par rapport à la première question. Je connais un tout petit peu cette fondation donc Calouste Gulbenkian et effectivement, apparemment, donc, qui fait du mentorat. Je vois, et donc effectivement, je pense qu'il peut avoir en France aussi. Là, je parlais surtout des grandes écoles, mais il y a aussi des fondations qui font elles aussi de leur côté des mentorats. Donc, oui, bien sûr, je pense que ça peut être totalement équivalent. Oui, je suis d'accord avec la deuxième question que c'est une façon qui va effectivement remettre en cause le travail des enseignants. C'est sûr que c'était le sens de ce que j'ai présenté, c'est que le fait de dire il faut des tuteurs, il faut des menteurs, etc., ça veut dire aussi que les enseignants ne sont pas capables. Et c'est vrai et pas vrai. C'est vrai qu'on a un vrai problème en France, c'est que les enseignants ne veulent pas s'occuper du travail d'orientation des élèves vers l'enseignement supérieur. Et le gouvernement a décidé de réduire le nombre de conseillers d'orientation qui était déjà très, très réduit. Et donc, il fait forte pression sur les enseignants pour qu'ils s'occupent de l'orientation dans l'enseignement supérieur. Mais les enseignants, ils pensent que ça ne fait pas partie de leur mission, qu'ils ne sont pas rémunérés davantage, qu'ils n'ont pas d'incitation particulière à faire ça. Et donc, il y a un espace qui s'est ouvert pour des nouveaux acteurs. Voilà. Mais bien sûr que ça remet en cause aussi le travail. Je vois qu'il y a une personne qui dit, qui a participé apparemment à ce type d'action, voilà, dans le cas de l'Université de Paris-Nanterre, parce qu'autrefois, ce n'était que les grandes écoles qui lançaient ce type de dispositif, mais maintenant, comme je l'ai dit rapidement à un moment, les dispositifs des corps de la réussite, c'est n'importe quel établissement d'enseignement supérieur peut lancer ce type de politique avec une aide financière de l'État. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou questions. Há uma questão aqui no bate-papo, professora, não sei se quer que eu a coloque, eu vou colocá-la aqui no Q&A, talvez seja mais fácil, mas não sei se vou conseguir, se
eu não consigo. Parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui sont plutôt dans le chat, c'est ça? Oui, dans le chat, il y a d'autres questions. D'accord, alors j'essaie de voir. Se calhar eu peço à Teresa para traduzir ou à Filomena. Est-ce que vous pourriez me résumer, c'est juste pour gagner du temps, la question de Maïs Trigo, que je suis en train de lire pour essayer de répondre. Comment est-ce que les inégalités pourraient être réduites dans des systèmes qui restent stratifiés, c'est ça? C'est ça. Et un système qui ne sont pas... mais qui permet un système éducationnel parallèle avec l'existence des explications, je ne sais pas si, des soutenances scolaires payées pour les parents. Ah oui, comme des préparations privées. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr, ça c'est aussi un autre phénomène qui se développe beaucoup avec les établissements qui deviennent très, très sélectifs. Il y a effectivement tout un système parallèle qui se développe en ce moment. J'ai fait aussi une étude qui est sur les étudiants de médecine. Et en France, l'accès aux études de médecine n'est pas très sélectif la première année, mais en deuxième année, il y a un concours très, très sélectif. Et là, on sait qu'à peu près 3/4 des étudiants doivent suivre une préparation privée pour réussir le concours et des préparations qui sont très chères. Donc, il y a effectivement ces problèmes de préparation parallèles, mais qui pour l'instant ne concernent pas toutes les formations, mais effectivement, c'est un phénomène qui est tout à fait présent. Et bien sûr, réduire les inégalités dans un système qui reste très stratifié à la fois dans l'école et dans la société est une chose très, très difficile et c'est pour cela qu'une des premières mesures à prendre, c'est de réduire cette stratification. Je ne pense pas que dans le modèle français, on puisse éliminer les grandes écoles parce que pour tout ce que j'ai dit, ce sont des institutions très puissantes. Et ce que l'on peut faire, c'est fluidifier beaucoup plus les passages entre les grandes écoles et les universités. On a commencé à le faire. Il y a des petites passerelles entre les universités et les grandes écoles, mais elles ne concernent qu'un petit nombre d'élèves. Et en fait, on devrait pouvoir beaucoup plus passer de l'une à l'autre, etc. Donc, même si on ne peut pas imaginer de réduire radicalement la stratification, ce qui serait la meilleure solution, on peut au moins imaginer des solutions qui rendraient ces stratifications moins élitistes et moins sélectives que ce n'est le cas aujourd'hui. Oui. Tu veux présenter la conclusion? Pardon? Tu veux présenter ta conclusion? Ma conclusion dans quel sens? Je vois que tu as... Je voulais juste aller à la question suivante d'Anna Paula Cunha qui disait non, en fait, ces politiques, il ne s'agit pas effectivement de réduire les inégalités, mais de créer une élite. Et effectivement, dans les travaux que je suis dans le livre que je suis en train d'écrire, je mets beaucoup l'accent là-dessus, c'est-à-dire que les acteurs qui sont impliqués dans ces politiques, ils essayent de montrer que ces politiques sont des politiques de réduction des inégalités parce qu'ils utilisent tout le temps le terme, ils disent que c'est des politiques d'égalité des chances. Donc, c'est comme si c'était des politiques de réduction des inégalités. Et il parle beaucoup de cette théorie du ruissellement dont je vous ai parlé. Oui, certes, il y a un petit nombre d'élèves, mais ça crée une contamination positive dans l'ensemble du système. Mais en fait, il s'agit beaucoup plus de renouveler les élites. Et ce qui peut être un objectif, moi je ne suis pas contre le renouvellement des élites, le fait qu'il faut que parmi les élites politiques, de l'entreprise, etc., il y ait plus de femmes, plus de personnes issues de l'immigration, plus de personnes des milieux populaires, mais ce n'est pas du tout la même chose. Et surtout, on a devant nous l'exemple américain
qui montre que l'on peut renouveler les élites, parce qu'aux États-Unis, grâce aux politiques d'affirmative action dans les universités, de discrimination positive dans les universités américaines, on est arrivé dans une certaine mesure à renouveler les élites et on a aujourd'hui une élite noire, par exemple, que l'on va retrouver même jusqu'à la présidence des États-Unis, mais ça n'a rien changé à la situation des élèves noirs américains dans les écoles, même cette situation a empiré. Donc, ces objectifs, ils peuvent être totalement contradictoires. Et moi, dans les discussions que j'ai souvent, quand ils m'invitent, les acteurs des grandes écoles, à parler, etc., mais j'insiste beaucoup sur cette thématique parce que eux, mais ils ont gagné beaucoup parce que même, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'enseignants, ils me disent maintenant, parfois je vais dans des établissements où j'ai déjà étudié les zones d'éducation prioritaire par le passé et beaucoup d'autres politiques, et les gens me disent, mais vous voyez, Madame Bonzanten, maintenant on fait de l'ouverture sociale, on fait toujours la même chose, on lutte contre les inégalités. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que ce sont des acteurs qui sont très sincères, ce n'est pas des acteurs cyniques. Et eux, ils pensent qu'ils sont en train de lutter contre les inégalités, mais voilà, c'est très difficile de leur dire que ça ne va pas réduire fondamentalement les inégalités. Les inégalités sont plus fortes. Oui, malheureusement. Donc oui, tout à fait. Ma conclusion de ce point de vue est que ce n'est pas du tout la même chose renouveler les élites et réduire les inégalités, mais qu'il y a une confusion croissante qui est entretenue par les entreprises, les fondations, les grandes écoles et même les enseignants qui participent à ces politiques. Je vois, est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas répondu? Je crois que non, il n'y a pas d'autre chose dans le chat, je pense. Voilà. Bien, nous sommes à l'heure. Oui. Je te remercie beaucoup de ton intervention et je pense qu'on peut s'arrêter. C'est ça, Carmen? Enfim, é isso, podemos terminar. Oui, merci beaucoup pour cette invitation et n'hésitez pas à prendre contact s'il y a des choses qui vous intéressent ou des aspects que je n'ai pas pu développer ou si vous souhaitez une publication autour de ces questions, etc. Voilà, en tout cas, ça a été un grand plaisir de partager ces différents éléments d'analyse avec vous cet après-midi. Un grand merci. Au revoir. Bonne continuation pour le colloque. Merci beaucoup. Obrigada, professora. Obrigada. Joana, pode intervir? A Joana não está. Bom, então, neste momento vamos fazer uma curta pausa e retomamos para a mesa redonda sobre educação e inclusão às 15h45. Até já. Até já.